Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Média France TV à notre émission vers 2020. Donc ce soir, j'ai non seulement Mohamed Chavouch, mais aussi le président du Parti Égalité et Justice, Monsieur Kolak. Bonsoir et bienvenue Monsieur Kolak. Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Mourad, bonsoir chers téléspectateurs, chères téléspectatrices et bonsoir Monsieur le Président. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir parmi nous à cette antenne. Donc, nous allons traiter ce soir de l'actualité nationale, internationale, la politique française, mais bien sûr les événements qui font l'actualité aussi de notre semaine écoulée. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite par l'attentat de Lod dans le supermarché Super U. Quelles sont vos réactions, Monsieur le Président, à ce sujet ? Avant de rentrer dans ce sujet très grave et qui est encore endeuillé la France, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui à ce programme vers 2020. Je trouve que l'équipe de France Média TV font un travail remarquable depuis maintenant plus d'une année et qu'il était nécessaire d'avoir une telle émission et un tel programme qui puisse aujourd'hui donner la parole à d'autres que certaines personnes que nous voyons quotidiennement. C'était important. D'autre part, je voudrais bien éventuellement remercier les téléspectateurs, les téléspectatrices, d'être toujours fidèles à votre émission, aux émissions que Média France TV fait. Ceci montre que vous êtes vraiment aujourd'hui une passerelle essentielle pour pouvoir se faire entendre en tant que représentant, que ce soit de structures associatives, de partis politiques ou d'autres, pour pouvoir faire monter certaines revendications. Comme vous l'entamez si bien, oui, malheureusement, la France, notre pays a encore été frappé par des attentats. C'est horrible, c'est odieux. Bien entendu qu'aujourd'hui, nous faisons part de l'ensemble de nos condoléances aux victimes et ainsi à toutes les personnes qui sont blessées à travers cet attentat, et qu'il est temps que ceci cesse. Que ceci cesse parce que naturellement c'est un acte odieux, un acte horrible qu'on peut aucunement cautionner, mais il faut se poser des questions. D'où viennent ces actes? Pourquoi aujourd'hui la France est encore frappée? Pourquoi nous devons toujours faire front au terrorisme? Quels sont les manquements que nous avons, et arrêter à chaque fois de se dire qu'on lutte efficacement contre le terrorisme, que ce soit terrorisme national ou bien international. On sait très bien que ce jeune homme, ce terroriste qui a tué plus de 3 personnes, aujourd'hui 4 personnes, plus exactement 4 personnes étaient fichées S, et sa compagne était également fichée S. Donc est-ce que c'est logique qu'aujourd'hui ces personnes puissent, alors qu'ils sont fichés S, se procurer une arme, rentrer de manière libre et pouvoir saccager, massacrer, tuer et rendre à nouveau endeuiller le pays? Donc c'est surtout sur ces sujets également qu'il faut pouvoir en discuter et arrêter à chaque fois de se retourner en disant il y a une lutte qui est faite, mais cette lutte est-elle efficace? Ne doit-on pas d'une autre manière pouvoir travailler pour éviter que le pays soit à nouveau ensanglanté? Je vous remercie. Donc, nous tenons aussi, nous, chers téléspectateurs, en tant que famille de Média France TV, Mediaturk TV, à condamner avec la plus grande fermeté cet acte odieux que nous avons tous subi, vécu et suivi avec beaucoup de tristesse. Et toutes nos condoléances vont bien sûr aux familles des victimes, mais en particulier au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui par son acte de bravoure, de courage et de dévouement, a été exemplaire. Donc je ne trouve pas de mots pour exprimer, notre reconnaissance envers ce personnage, ce héros national, comme il se doit. Nous devons l'accueillir et le traiter comme tel, hein, comme un héros. Mais vous avez très bien souligné aussi par rapport aux personnes qui sont reconnues de terrorisme, leur certaine liberté, entre guillemets, leur liberté de mouvement, leur liberté d'action qui est remise en cause. Et ce qui a aussi surtout beaucoup plus choqué la conscience publique, c'est que cet acte, contrairement aux autres atrocités que nous avons pu vivre dans le passé, se passer dans des grandes villes comme Paris, la capitale, comme Nice, dans des grandes agglomérations. Mais là,
comment dire, l'action s'est déplacée. Nous allons, comment dire, vers des plus petites villes, des plus petites zones d'habitation. Donc pour nous, le terrorisme n'a pas de couleur, n'a pas de pays, n'a pas de sens, comment dire, au sens urbain ou pas. La menace est La un peu menace est présente partout. Donc comme elle peut provenir, comment dire, dans une campagne, dans une grande ville, dans un supermarché, en pleine rue, voilà. À ce niveau-là, par rapport au déplacement de cette sphère d'attaque, qu'est-ce que vous pensez? Vous l'avez très bien dit concernant le colonel, j'allais en revenir également. Pour moi, il n'y a rien d'autre à dire que c'est un héros. Parce qu'aujourd'hui, il a sacrifié sa vie pour sauver une vie d'un otage. C'est un acte de bravoure, c'est un acte qui n'a pas de qualification. C'est vraiment... il a rendu reconnaissance à l'uniforme qu'il portait. Néanmoins, il faut que ceci, comme vous le disiez si bien, puisse cesser. Aujourd'hui, le terrorisme, ce n'est pas parce qu'il est dans une grande agglomération qu'il y a plus d'impact que lorsqu'on fait un acte terroriste dans une agglomération moindre, qu'il y a moins d'impact. Le terrorisme doit être de la même manière combattu sans que celui-ci puisse avoir lieu nulle part sur le territoire. Le déplacement, certes, peut-être qu'il y a eu à un moment donné, de la part de cette personne qui voulait passer à l'acte, une certaine méfiance de faire cet acte dans une grande ville, mais ceci étant, on a quand même 4 pertes. Donc ces 4 vies humaines, c'est des familles, on a des blessés, ce sont des personnes qui sont marquées à vie. Et il ne faut pas minimiser avec le terrorisme, on ne peut pas jouer avec le terrorisme. On ne peut pas aujourd'hui se dire que lorsque ça provient de Daesh, c'est du terrorisme qu'il faut combattre de manière unanime, et lorsqu'il y a d'autres groupuscules terroristes, que ceux-ci sont plus modérés que d'autres. Aujourd'hui, si on ne combat pas de manière globale et générale, on ne pourra jamais arriver à pouvoir en terminer avec le terrorisme. Il faut qu'on puisse en terminer, parce que ça fait depuis plusieurs années aujourd'hui qu'on n'arrête pas de nous dire le terrorisme. Le terrorisme, que ce soit le terrorisme venant ou bien s'affiliant à une certaine confession, le terrorisme qui est plutôt plus à une certaine idéologie et autres, ne doit pas être à travers d'autres mouvements groupuscules terroristes, doit être minimisé. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir véritablement une politique globale pour pouvoir éradiquer et que ceci puisse, une fois pour toutes, être résolu. On ne peut pas à chaque fois revenir sur ça. Moi, j'avais justement une question par rapport à cette situation-là, très emblématique. C'est que nous avons constaté aujourd'hui, et nous le constatons sur ce plateau depuis des semaines, avec Mourad, lorsque nous traitons de cette actualité-là, c'est que nous avons malheureusement, plus particulièrement en France, mais sur l'ensemble des pays européens et occidentaux, un traitement de faveur par rapport à certains groupes terroristes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que aujourd'hui, nous avons des élus de la République, que ce soit des élus locaux ou nationaux. Le dernier exemple, c'est par rapport à un élu strasbourgeois qui peut faire l'apologie d'un certain groupe terroriste, le PKK, le PYD, sous prétexte que la France ou d'autres pays ont passé des accords derrière des portes clos pour lutter contre un autre groupe terroriste, qui, pour moi, sont dans le même niveau de gravité, dans le même niveau de nuisance par rapport à des civils. Donc là, il y a un favoritisme par rapport à un autre groupe. On favorise un groupe terroriste qui, nous constatons depuis ces dernières semaines, commet des actes sur le sol européen, en France, en Allemagne, en Belgique, commet des atrocités au-delà de nos frontières, mais a eu un autre traitement, un traitement de faveur de par nos politiques. Il y a une certaine pipolisation de cette frange-là du terrorisme. Il y a un certain, maquillage de ce terrorisme-là, sous prétexte que ce sont des filles, des jeunes filles, des dames. C'est pas parce que c'est une dame qui tient un kalachnikov qu'elle est beaucoup plus people, qu'elle est beaucoup plus admissible, entre guillemets, comme terroriste, que si c'était un homme barbu avec une longue barbe et un turban sur la tête. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue, en tant que président de parti, en tant qu'homme politique, sur cette situation-là. Comment est-ce qu'on peut différencier ces deux catégories, alors que pour moi, un terroriste est un terroriste, que ce soit un homme, une femme, un jeune, un moins jeune,
qui porte une barbe ou qui ne la porte pas, qu'il soit de n'importe quelle confession, un terroriste restera un terroriste et aura le même pouvoir de nuisance et le même, la même puissance de frappe, que ce soit sur notre territoire, sur notre sol ou ailleurs. Vous savez, à l'époque, lorsque j'avais des difficultés pour comprendre la terminologie d'un mot, on me disait toujours d'aller voir le Larousse. Et lorsqu'on regarde le Larousse, je ne sais pas, sauf preuve contraire, jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule définition de terrorisme. Il n'y a pas plusieurs définitions de terrorisme. Il n'y a pas le terrorisme par rapport à Daesh et par rapport à d'autres groupuscules qu'on connaît aujourd'hui dans le monde entier. Et d'autre part, il ne faut non plus pas que lorsqu'on parle de terrorisme, est-ce que ce terrorisme est pour notre intérêt favorable ou bien défavorable? Si on veut lutter, comme je l'ai dit au début, de manière efficace et qu'on veut réellement en terminer avec le terrorisme, il faut que lorsque le terroriste frappe notre voisin, un autre pays, que ce soit un terroriste qu'on veut plus ou moins, comme vous disiez, pipoliser ou pas, on ne peut pas aujourd'hui jouer sur la terminologie. Aujourd'hui, pour moi, que ce soit Daesh, que ce soit le PKK ou bien le PYD, sont tous des terroristes, des groupes terroristes qu'il faut combattre unilatéralement et de manière concertée. Il faut arrêter aujourd'hui de se dire, vous avez parlé d'un élu qui faisait l'apologie, je trouve que c'est bas, que c'est vraiment ignoble de sa part. Et je mâche encore mes mots. Parce qu'aujourd'hui, lancer un tel tweet en disant que ce sont des personnes qui sont victimes, alors que ce sont des personnes qui commettent des actes atroces et qui tuent et qui endeuillent, et qui font mal, qui blessent, et surtout la Turquie qui est un pays ami, qui jusqu'à présent depuis des décennies est obligé de combattre ce groupe terroriste, et dans l'obligation de devoir, en dehors de ses frontières, pour protéger son État, de devoir envoyer de l'armée, ceci prouve à quel point c'est un groupe très très dangereux. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de parler d'une seule voix. Si on parle d'une seule voix, on va pouvoir résoudre le problème. C'est pour cela que pour moi et pour le parti Égalité et Justice, le terrorisme qui provient de Daesh, qui provient du PKK, du PYD et d'autres groupuscules qui sont reconnus comme tels, parce que n'oublions pas que le PKK va encore se répéter, parce qu'on aime toujours répéter, est reconnu par l'Union européenne, par la France comme groupe terroriste. Mais aujourd'hui, ce qui est infligeant, ce qui est vraiment, ce qui fait mal aujourd'hui, c'est qu'on puisse voir des groupes comme le PKK défiler dans nos rues. Exactement. En toute impunité. Et ceci doit cesser. On ne peut pas permettre aujourd'hui, que ce soit à Strasbourg, dans d'autres villes, en France et en Europe, de laisser, que ce soit des caricatures, que ce soit des propos et d'autres faits qui se font, les laisser faire naturellement et dire que ce sont nos alliés. On ne peut pas, à travers un groupe terroriste, combattre notre groupe terroriste. Je pense que c'était déjà à la base une erreur. Combattre le mal par le mal ne fait pas venir le bien. C'est de là qu'il faut déjà prendre un enseignement et se dire qu'aujourd'hui, c'est un allié, la Turquie, que c'est dans l'OTAN, un allié européen. Il faut soutenir et il faut éviter et interdire sans réserve n'importe quelle organisation qui va dans le sens du PKK, du PYD. Moi, je suis curieux de savoir quelle serait la réaction des politiques et de nos représentants, de nos élus, si un autre pays tiers venait à apporter son soutien à des groupes terroristes africains lors des opérations d'OPEX de notre armée française. Donc voilà, ce sont des situations ou des cas semblables lorsque l'armée française, par le biais des OPEX, combat sur le sol africain des groupes terroristes, des malfrats, la mafia africaine. Voilà, donc il y a une lutte qui s'opère. Et je suis curieux, quelle aurait été la réaction de nos dirigeants vis-à-vis des pays qui soutiennent ou qui soutiendraient ces groupes. Vous savez, pour moi, la question ne se pose même pas. Lorsqu'on se pose cette question, c'est qu'on est déjà dans l'interrogation. Si on est dans l'interrogation, c'est qu'on doute que ce groupe peut nuire ou bien peut porter atteinte à l'intégrité d'un territoire ou bien d'une personne. Aujourd'hui, se poser cette question, c'est déjà montrer à quel point nous sommes en position de soutenir ou de ne pas soutenir ou bien de se mettre alliés avec un groupuscule qui commet des actes terroristes. Donc, pour ma part, en tant que parti Égalité et Justice, aujourd'hui, n'importe quel groupe terroriste doit être combattu
et plus fermement le PKK, le PYD. Pourquoi plus fermement? Parce qu'aujourd'hui, ce sont soi-disant le groupe qui est en train de museler Daesh, mais qui ne dit pas qu'un jour, ils vont remplacer ce groupe terroriste dans la région, ou bien qui vont importer, comme on l'a dit si bien. Aujourd'hui, il y a quand même nos concitoyens d'origine turque, ou bien nos concitoyens qui soient de diverses origines, qui sont victimes de ces actes-là. On peut recenser plusieurs actes qui ont été commis par le PKK, par le PYD, sur le territoire français et en Europe. Et tout ceci, en toute liberté, on ne peut pas permettre aujourd'hui ce genre d'agissement sur le territoire français. Et c'est pour ça que j'en appelle d'ici les autorités, pour Strasbourg et pour la capitale européenne à Bruxelles, qu'aujourd'hui, il faut que cesse cette manipulation du PKK et du PYD sur le territoire français et en Europe. Et il faut interdire impérativement devant le Conseil de l'Europe que l'attente ou je ne sais trop quoi qu'ils sont en train de mettre sur place, il faut interdire leur présence parce que ceci passe par l'intégrité et surtout par l'intérêt général. Monsieur le Président, il y a un souci que la plupart des élus soulèvent, enfin, ils ne le soulèvent pas en tant que souci, mais ils essaient de rallier ce groupe aux Kurdes, à nos amis kurdes. Or, la Turquie, dans son armée même déjà, nous avons beaucoup de gens qui sont kurdes. Et nous avons beaucoup d'amalgames là-dessus. Donc, quand on parle du PKK, nos élus ont tendance à parler du peuple kurde. Nos élus et la presse en général, comment dire, met plutôt l'accent sur la population kurde par rapport à l'opération Afrin, par rapport à la lutte contre le terrorisme menée en Turquie, stigmatise beaucoup plus nos concitoyens d'origine kurde que les PKK ou les PYD en eux-mêmes. Nous sommes aussi en pleine interactivité, hein, donc j'ai un message d'un de nos téléspectateurs qui dit que le PKK ne représente en rien le peuple kurde, qui sont frères avec le peuple turc, assimilé le PKK qui est une organisation terroriste au peuple kurde, est une insulte envers une petite précision aussi, une très grande majorité des Kurdes sont des musulmans sunnites. Or, actuellement, les attaques du groupe PKK en Europe, c'est surtout donc ils sont en train de viser des mosquées actuellement. Est-ce que vous, votre parti, arrive à faire une nette différence entre le peuple kurde et ce groupe PKK qui n'a rien de différent, hein, on vous a entendu, de Daesh ou d'autres groupes terroristes? Vous savez, moi je vais ramener la chose au plan national. Pour moi, lorsqu'il y a un attentat qui a été commis, qui est commis par les groupes terroristes en Corse, pour moi, l'ensemble des Corses ne sont pas des personnes directement assimilées ou bien qui sont directement liées à ce groupe terroriste. Pareil pour Basque, etc. Je dirais une chose, c'est que aujourd'hui, le peuple kurde. Excusez-moi, Monsieur le Président, je vous coupe juste, mais par rapport, avant que vous rentrez dans vos explications, il y a surtout un amalgame, et je pense que Moulat voulait en venir là, c'est surtout par rapport à la prise de position de Monsieur Mélenchon et de son mouvement par rapport à ce groupe terroriste. Donc c'est quand même l'un des politiques les plus flagrants et le plus fervent défenseur de ce groupe. Après, il y a aussi d'autres élus de la gauche diverse, notamment à Strasbourg, mais surtout M. Mélenchon. Donc. Concernant Mélenchon, je dirais d'abord il serait bien qu'il puisse nettoyer devant sa porte et recadrer son candidat aux législatives qui a fait l'apologie du terrorisme avant de commencer à pour l'attentat de l'Aude. Hein. Voilà, pour l'attentat de l'Aude, avant d'essayer de venir, de nous faire ces bons serments, parce que je trouve qu'aujourd'hui, M. Mélenchon a trompé pas mal de ses électeurs. Il a quand même eu un soutien d'une certaine frange issue de cette diversité à travers ses propos, parce qu'on pensait que cette personne allait ramener la sagesse dans le pays. Donc je trouve que Mélenchon est en train de surfer sur une vague d'impopularité des politiques ordinaires et essaye de se rattacher tant bien que mal pour essayer de dire qu'il défend des causes alors qu'aujourd'hui il défend le terrorisme. Donc une personne qui défend le terrorisme, malgré qu'il a l'immunité, devrait quand même devoir s'expliquer comment est-ce que, du moins sur quel fondement il défend des groupes qui sont en train de tuer des personnes. C'est pour ça que je trouve que Mélenchon devrait un peu se taire, si je peux me permettre. Alors, pour terminer, concernant les Kurdes et le PKK-PYD, encore une fois, je suis comme vous, il ne faut pas faire cet amalgame. Le peuple kurde, c'est une ethnie, c'est une population. La majorité des Kurdes, à ce que je sache, ne soutiennent pas le PKK. Si c'était le cas aujourd'hui, il y aurait une cession de
différents pays ou bien de différentes régions, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, que ce soit en Turquie, ils ont déjà demandé leur indépendance. Il y aurait une recrudescence beaucoup plus grave, c'est-à-dire un mouvement populaire qui aurait poussé aujourd'hui à ce qu'il y ait une entité divers qui soit créée. Ceci n'est pas le cas. Aujourd'hui, encore une fois, le peuple kurde ne soutient pas le PKK. Moi, j'ai des preuves qui sont tangibles par rapport à M. Mélenchon, qui est plutôt dans la volonté de créer un certain amalgame et essayer de pouvoir se sortir, lui, politiquement, étant donné qu'il n'a pas d'autre possibilité aujourd'hui de pouvoir répondre aux besoins et surtout à ce qu'on est en train de vivre en France. Il faut quand même oublier qu'on vit une grosse crise en France. Et donc, comme il n'a pas d'argument, il essaye, sur le plan international, de défendre une certaine population de manière mal. C'est-à-dire, je m'explique. Aujourd'hui, Mélenchon fait croire que les Kurdes et les PKK sont une entité ou bien sont ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une certaine concentration qui est faite entre les deux et il ne veut pas diviser et dissocier les deux. Jusqu'à présent, est-ce que M. Mélenchon a pu nous apporter la preuve concrète qu'il y avait un lien entre le peuple kurde et le PKK? Non. Non. Donc le PKK, c'est un groupe terroriste. Un groupe terroriste ne peut pas défendre une population. C'est comme Daesh. Il ne peut pas défendre une population, une ethnie. Ni une religion d'ailleurs. Ni une religion. De toute manière, je ne rentre pas dans tout ce qui est religieux, parce que toucher la religion, je trouve déjà, pour reprendre ce que disait M. Yozgat, aujourd'hui, connaissant la religion musulmane, avant tout, s'attaquer à des mosquées et autres, ceci montre à quel point ces personnes sont en dehors de la religion. Ils sont manipulés, ils sont de certaines manipulations pour essayer de créer un certain chaos, un certain désordre, juste pour pouvoir s'attirer l'attention que la communauté internationale n'aurait pas sur eux, étant donné qu'ils se sentent lâchés concernant l'action de la Turquie pour reprendre, pour protéger ces territoires à Afrin. Donc il ne faut pas non plus mélanger Afrin et le PKK. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Afrin fait partie de la Syrie et le groupe terroriste PKK s'est autoproclamé, s'est installé là-bas pour commettre des actes terroristes. Des actes terroristes sur le territoire turc. On sait très bien que si ce groupe terroriste aujourd'hui était plutôt un groupe terroriste pacifique, pourquoi aurait-il balancé des fusées? Pourquoi il y a eu des morts dans le côté territoire turc? Plus de 100 missiles tirés depuis Afrin, hein? Exactement. Avant l'intervention militaire de la Turquie. Alors moi j'aimerais... donc ça c'est ce qui se passe sur le sol turco-syrien, mais même sur le sol européen, en France. Donc nous avons des commerces qui sont attaqués, des populations qui sont menacées, des associations qui sont qui sont attaquées. Donc tout ça, c'est ce qui se passe chez nous, c'est-à-dire sur notre sol en France, sur le sol français. Donc c'est quand même grave qu'une situation en arrive là. C'est-à-dire un groupe qui est toujours adulé, adoré par nos médias, par nos politiques, par nos bien-pensants, entre guillemets, on arrive à des actes de barbarie sur notre sol, à des actes terroristes sur notre sol, à des actes de vandalisme, de détérioration, d'humiliation sur notre sol. Donc c'est là où il faudrait qu'on puisse se ressaisir et alerter l'opinion publique sur cette situation-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin de travailler de manière efficace. Il faut arrêter en France de croire que, à travers une certaine volonté de protéger un peuple, soi-disant un peuple, parce que là aujourd'hui on est en train plutôt de protéger un groupuscule terroriste, que ceci va ramener la sagesse dans le pays. Au contraire, j'ai toujours été contre l'importation des conflits. Aujourd'hui, lorsqu'on importe un conflit, ça peut ne faire que du mal à nous et diviser la société française. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de diviser la société française. C'est ce qu'aujourd'hui font certains politiques. Samedi, lorsque je vois défiler le groupuscule terroriste PKK à Strasbourg, ceci montre à quel point il y a un certain laxisme de la part des politiciens, et ceci n'est pas bon parce qu'on est en train de créer une certaine stigmatisation, une certaine méfiance des uns et des autres. La communauté turque, lorsqu'elle est venue s'installer à l'époque dans les années 70 en France, c'était pour de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, cette communauté a su se développer, a su s'intégrer, a créé des commerces, a créé de l'emploi. C'est sur ceci qu'il faut parler et éviter d'essayer de créer une certaine division entre Kurdes et Turcs, qui est une famille. Bien sûr. Et surtout, lutter
il faut lutter contre le PKK. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit tu es kurde, tu es turc, on crée du tort uniquement à notre société. On crée déjà une division. À nous, mais on crée cette division, c'est-à-dire on crée cette tension dans la société. Avant tout, ce qui prévaut, c'est la société française. On ne peut pas créer ces crispations en disant que c'est un conflit interne entre une ethnie qui est les Kurdes, alors que c'est plutôt le terrorisme PKK ou PYD qui est en train d'essayer de créer une certaine tension entre les deux, les diviser, et les Turcs. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'apaiser la société française. La société française, aujourd'hui, a besoin de regagner une confiance. Il faut qu'on puisse donner la confiance au peuple. À travers l'ensemble des nouvelles politiques qu'on va mettre en place, il faut que ces derniers puissent se dire que oui, en France, il est bon de vivre. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui se passe, avec la crise économique, avec les réformes à tue-tête, et avec l'importation d'un conflit qui ne nous concerne pas, en créant la division sur le territoire, on fait du mal à qu'une seule personne, à nous-mêmes. Exactement. J'aimerais recentrer un peu... Oui, j'aimerais juste revenir sur un sujet, sur le fichier S. À chaque fois qu'on a des attentats, nous remarquons qu'il y a un souci sur le fichier S. Nous avons sur le suivi et puis sur le fichier même aussi, parce que nous avons des dirigeants des associations qui font du bénévolat ou qui sont contre le racisme, qui sont mis aussi sur cette liste fichier S. Donc, d'une part, après les attentats, nous remarquons que la plupart des terroristes étaient déjà sur ce fichier S. Pourquoi on ne les suit pas de près? Et d'autre part, pourquoi certains dirigeants d'associations contre le racisme, etc., qui se retrouvent sur ce fichier S aussi? Vous savez, on va laisser la justice faire son travail, mais je trouve également que vous avez raison que le fichier S devrait, comme on fait beaucoup de réformes, M. Macron aime les réformes, je trouve qu'il serait bien de retravailler. Parce que vous avez raison, il y a parfois des victimes collatéraux, des personnes qui sont là juste pour essayer de faire avancer certaines choses à travers leurs associations ou bien d'autres initiatives qui sont fichées S sans raison. Parce qu'il y a une certaine délation, parce que quand je dis délation, une personne qui en voudrait à une certaine personne et en disant oui, mais bon, il est en train de faire une certaine apologie de certains mouvements et on est automatiquement fiché S. Je trouve que c'est dommage. Aujourd'hui, nous avons des moyens d'investigation qui nous permettent de traquer la personne avant de fichier S. Et il serait bien de pouvoir travailler sur ces moyens-là. Et une fois qu'il est fiché S, il serait bien de pouvoir le suivre de manière beaucoup plus proche, parce que l'attentat qui a eu lieu en Aude, encore une fois, c'est une personne qui est fichée depuis plus d'une année. Est-ce qu'il faut passer sur le bracelet électronique? Est-ce qu'il faut passer par d'autres moyens? Pourquoi pas? Il faut envisager certaines solutions, mais il faut arrêter de laisser ces personnes vagabonder sans qu'ils soient surveillés de près. Et une fois que l'acte est commis, certes, naturellement, et c'est un réflexe humain de condamner cet attentat, mettez-vous à la place des victimes. Bien sûr. Condamner ne sert à rien. On savait que cette personne était fichée S. Comment se fait-il que cette personne s'est procuré une arme et rentrée dans un supermarché et a commencé à faire cette terreur? Que faut-il faire concrètement? Est-ce qu'il faudra mettre un fichier S, S, S+, S++, quelque chose de ce genre, plusieurs catégories pour pouvoir mieux suivre ces gens? Moi, je trouve que... Mais après, juste une petite parenthèse encore dans la parenthèse, c'est que ce fichier-là, après, ou la catégorie des personnes, parce que là, on parle des radicalisations sur notre sol, des radicalisations importées par les terroristes qui ont fait des séjours à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Afghanistan, en Syrie ou en Irak et tout. Mais à ça se rajoutent aussi des binationaux qui ont servi sous les drapeaux d'autres pays, d'autres entités, d'autres armées, et qui ont tué des civils, qui ont participé à un terrorisme d'État. Je parle plus particulièrement des binationaux franco-israéliens qui ont servi dans l'armée israélienne, le Tzal, et qui eux-mêmes, enfin pour une grande partie, ont été anéantis par les atrocités qu'ils ont vécues et auxquelles ils ont pu participer malgré eux, mais d'autres, après leur retour sur notre territoire, sur le sol, se revendiquent le plus naturellement du Tzal, de l'armée, et étalent entre guillemets, leurs exploits de ce qu'ils ont pu faire subir sur le sol palestinien aux civils palestiniens. Voilà. Donc il y a aussi une reconsidération de ces fichiers, une nouvelle approche à avoir.
non seulement en amont, mais aussi après, c'est-à-dire une fois que ces personnes-là sont identifiées, une fois que ces personnes-là ont été, fichées, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir les déradicaliser et essayer de les gagner sur le long terme. Mais bon, voilà, ça c'est un autre débat. Vous êtes rentré certes dans un débat qui est beaucoup plus large, mais concernant le fichage, moi je trouve déjà que c'est pas le moyen le plus efficace pour pouvoir lutter contre le terrorisme aujourd'hui. Le fait de ficher une personne S, on le rend encore plus agressif. Le fait de laisser impunément des gens qui ont commis des actes barbares, même si c'était sous l'uniforme, doivent être également suivis parce que ce sont des personnes également qui peuvent demain, après-demain, commettre un acte barbare à porter atteinte à la vie d'une personne ou de plusieurs personnes. C'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, nous avons les moyens d'investigation les plus larges et qu'il faut surtout également faire très attention. C'est parce qu'une personne se dit qu'il commet un acte terroriste pour Daesh ou bien revendiqué par Daesh que c'est automatiquement qu'il faut le rattacher. Aujourd'hui, il y a vraiment un mal-être. Il y a le terrorisme d'État, c'est-à-dire un terrorisme généralisé dans le monde qui malheureusement fait en sorte de créer une certaine tension. Vous l'avez si bien dit, des personnes qui sont tellement contents de leurs exploits qu'aujourd'hui ils arrivent facilement à dire que voilà, ils ont commis des actes barbares. C'est pour ça que le fichage, pour moi, certes, n'est pas du tout bon. Il faut passer sur une autre méthode ou bien sur une autre forme d'investigation pour suivre ces personnes-là, afin que nous puissions, de manière beaucoup plus efficace, arriver à des résultats. Je vous remercie pour ces propos. Nous allons revenir un peu à l'actualité politique nationale. Nous avons eu un événement invraisemblable, une première de la République. L'ancien président de la République, Monsieur Sarkozy, qui devait répondre de ses actes, notamment de ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle de 2007 et plus particulièrement du financement de cette élection. Est-ce que le financement libyen a existé? Quel est votre point de vue là-dessus? Encore une fois, on va laisser la justice faire son travail, mais ce que je trouve aberrant, comme vous l'avez si bien souligné, c'est une première sur la Ve République qu'un ancien président de la République soit mis en garde à vue. Je rentrais plutôt dans ce cadre de la garde à vue et surtout comment cette garde à vue... Il y avait une première au niveau de la garde à vue aussi. Également une première garde à vue. C'est une première fois que nous voyons qu'une personne qui est gardée à vue peut rentrer le soir tranquillement chez lui et revenir le matin. Un traitement faveur, si on peut le dire. Mais je trouve que c'était pas du tout bon pour la justice, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'une justice équitable, on a besoin d'une justice qui soit juste, une justice qui ne soit pas de double poids, double mesure. Malheureusement, on voit dans d'autres dossiers que ceci pose problème, parce qu'aujourd'hui, certes, s'il y a un faisceau d'indices qui est plus concordant par rapport à d'autres dans certains dossiers, il faut que dans ce cas, il y a le même traitement. Si aujourd'hui, M. Sarkozy, on a des indices concordants et des indices qui soient étayés, il faut que M. Sarkozy soit, pourquoi pas, éventuellement, en dehors de sa... il faut qu'il soit en garde à vue, garder la nuit déjà sur 48 heures, et aujourd'hui, il est, le mot m'échappe, il est mis en examen, donc il serait bien, pourquoi pas, éventuellement, pour qu'il n'y ait pas de fuite d'informations, pourquoi pas en détention préventive, même si c'est une détention préventive qui est faite directement chez lui, une intention de sortir de sa maison. Mais aujourd'hui, qu'on le laisse sur les plateaux télévisés le soir même de la fin de sa garde à vue et qu'il explique des choses et qu'il essaye encore de se désolidariser de ses compagnons auxquels aujourd'hui on reproche d'avoir alors que le procès est en cours. Alors que le procès est en cours. Donc ceci, je trouve que c'est pas bon pour notre justice, parce qu'on a besoin d'une justice qui soit beaucoup plus ferme sur ces points-là. Mais M. Sarkozy a une totale liberté de parole et d'action aussi, parce que bon, même si on l'a interdit de rencontrer quelques personnalités, rien n'empêche de faire passer des messages, d'avoir recours à des tierces personnes pour faire passer ces messages ou de continuer son action de dissimulation, entre guillemets, ou de destruction de preuves, s'il y en avait. Exactement, mais bon, après, il faut quand même dire les choses, c'est que la justice, pour une fois, a osé aller au-delà de ce qu'on appelle des soupçons, oui. A osé le mettre en garde à vue. Mais encore une fois, on voit une certaine défaillance de la justice, comme je le disais, c'est que M. Sarkozy, aujourd'hui, est quand même accusé de choses graves, très graves. Il faut que ces actes graves puissent avoir également des mesures
qui soit également concordante par rapport à ces actes graves. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit, comme vous le disiez si bien, il y a une certaine liberté, alors que d'autres personnes qui sont des intellectuels, qui arrivent aujourd'hui à prouver qu'ils ne vont pas fuir, sont, malgré leur état de santé, Vous pensez à monsieur Ramadan? À monsieur Ramadan, exactement, monsieur Ramadan. Je trouve qu'aujourd'hui, monsieur Ramadan, malheureusement, vit une genre de, si je peux m'exprimer ainsi, une genre de chasse à la sorcière qu'on essaie de vraiment museler au maximum sans qu'il puisse se défendre ou bien qu'il puisse ne serait-ce que prononcer certaines paroles. C'est pas aujourd'hui le fait qu'il y ait certaines personnes qui l'accusent d'actes qui soient également très très graves, parce qu'aujourd'hui on parle quand même d'atteinte physique, on parle de viol, ce ne sont pas des petits mots, mais qu'on n'arrive pas à voir un certain recul à travers, bon, les faisceaux d'indices ne sont pas là, c'est seulement des simples accusations, on n'a aucun élément qui puisse étayer que ça a été réellement fait. Pourquoi ces personnes ont attendu si longtemps pour pouvoir porter plainte? On dit qu'il y a une certaine influence qui a été faite sur ces personnes, mais ce n'est pas des personnes mineures, c'est des personnes majeures. Donc parler d'influence, c'est également, je trouve, un peu tiré par les cheveux. Et étant aujourd'hui qu'on soit clair, si on veut aujourd'hui pouvoir regagner la confiance du peuple, nous devons être clairs sur ce qu'on fait. On peut pas s'épermettre. Vous pensez qu'il y avait des gens qui en voulaient à M. Ramadan et qui voulaient sa tête? Ben, je pense qu'il y a des gens qui vont à Sarkozy et à M. Ramadan. Ce qui est plus que logique, parce qu'aujourd'hui, si Nicolas Sarkozy est traîné, mis en garde à vue, c'est qu'il y a des gens qui en veulent. Aujourd'hui, si M. Ramadan est en détention préventive, c'est plus qu'en vouloir. Je trouve qu'il y a plutôt une volonté que ce personnage puisse ne plus du tout, un jour, lorsqu'il va sortir, et j'espère pour lui prochainement, ne puisse plus prôner les belles paroles qu'il prononçait, et ces paroles qui essaient d'apaiser la société. Je pense qu'il dérange une certaine classe. Je vais aller un peu plus loin. Est-ce que vous pensez que par la détention de M. Ramadan, est-ce qu'il y a une certaine volonté d'intimidation, de muselage, de renvoi dans les cages d'une certaine frange de la population, d'une certaine population qui était, comment dire, admirateur, qui était observateur, qui suivait M. Ramadan, mais aussi d'une certaine population musulmane qui se retrouve, comment dire, abasourdie avec cet événement et qui n'attend plus que le verdict final, hein, de ce procès, de ce feuilleton juridique. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a aussi une volonté de mettre à mal les musulmans de France et d'Europe? Vous savez, aujourd'hui, en politique, lorsqu'on voit qu'un personnage risque de nous déranger tôt ou tard, le salir, c'est le meilleur des moyens pour s'en débarrasser. Et je ne mâche pas mes mots, parce que je pense qu'aujourd'hui, oui, on veut se débarrasser de Tariq Ramadan, quand bien même il n'a jamais inspiré à une certaine carrière politique. Il arrivait à regrouper pas mal de personnes autour de lui. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, les accusations qui sont faites contre Ramadan, ce sont des accusations qui ne tiennent pas. Probablement, ou on ne sait pas, il va y avoir une suite. Et j'espère qu'il y aura une suite et qu'on ne va pas classer l'affaire comme ça une fois qu'il y a une détention préventive de quelques mois. La vérité va un jour ou l'autre faire le jour. Mais aujourd'hui, c'est vrai, je pense, ça c'est mon intime conviction, qu'il y a un certain muselage de Tariq Ramadan et de ses soutiens. Ses soutiens qui, en voyant en lui un personnage qui arrivait à harmoniser, à créer un certain apaisement de la société par rapport à l'ensemble des attaques qui sont portées par les politiques, notamment lors des élections générales, locales et autres, contre cette frange de la population. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain recul, une certaine peur, une certaine crainte. Une certaine retenue aussi. Une certaine retenue, parce qu'on ne sait plus où vont les choses. On ne sait pas si M. Ramadan est coupable, va être relaxé. Ça, c'est la justice qui va nous le dire. Mais moi, encore une fois, je répète, nous ne pouvons pas, sur de simples accusations, alors qu'il n'y a pas de faisceau d'indices concordants, sérieux et sincères, aujourd'hui, on ne peut pas mettre une personne en détention préventive. Surtout que cette personne était prête à collaborer. Le fait en prouve. Il s'est rendu à la convocation, était prêt à collaborer, et collabore avec la justice, et qu'il avait tous les moyens pour prouver qu'il n'allait pas fuir. Aujourd'hui, on lui dit, oui, parce qu'il était de nationalité égyptienne et de nationalité suisse, ce personnage pouvait quitter la France et ne plus revenir. Il a donné les garanties. S'il a donné les garanties, par rapport à ça, on mène l'enquête. Et on ne peut pas non plus se dire qu'il faut, de manière arbitraire, le mettre en détention préventive, alors qu'il y a également une santé très très
très très faible. Apparemment, il a également des problèmes de santé en prison. Il serait quand même bien que cette personne puisse regagner une certaine dignité et sortir et pouvoir s'expliquer. Bon, je souligne juste au passage que le traitement de M. Ramadan qu'a eu M. Ramadan, comment dire, en France, que ce soit par les politiques ou par la presse depuis des décennies, était toujours décalé par rapport à son aura qu'il a non seulement en Europe, mais essentiellement dans les pays anglo-saxons et dans les pays du Golfe. Donc c'est quand même une période, et même en Amérique du Nord, hein, donc c'est quand même une personnalité, comment dire, qui a quand même une certaine influence sur la population musulmane, sur les étudiants, sur les intellectuels musulmans. Donc en France, il a toujours été, comment dire, un peu biaisé par les politiques, par les médias. Pour un peu résumer tout cela, j'aimerais jamais l'avoir comme adversaire politique. C'est un personnage qui a la verbe, qui a les solutions, ou du moins a une partie des solutions, et qui arrive à apaiser une population qui a besoin aujourd'hui d'avoir beaucoup plus confiance en elle. Cette population, c'est la population issue de la diversité, c'est la diversité culturelle et bien culturelle, a besoin aujourd'hui de se sentir à nouveau des Français à part entière. Et je trouve qu'il avait cet odorat, qu'il arrivait à créer ce mouvement, et aujourd'hui, malheureusement, il posait problème parce que M. Ramadan arrivait à faire ça le comble quasiment à chaque occasion. Monsieur le Président, nous allons revenir sur vous, donc sur votre parti Égalité et Justice. Donc il y a les élections à Schiltigheim, donc c'est une commune juste à côté de Strasbourg, et vous aviez annoncé que vous allez peut-être avoir une liste. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles sur cette liste ? On va donner les nouvelles ce soir, cette liste. Avant tout, c'est également une première. Aujourd'hui, on fait pas mal de premières dans votre émission. Schiltigheim, on sait très bien qu'en 2014, il y a les élections municipales. Et aujourd'hui, il y a eu une session du premier adjoint au maire de Schiltigheim qui a donné lieu à ce qu'il y ait des élections anticipées. Une première que Schiltigheim va vivre. Et c'est pour cela que nous, c'est vrai, dans un premier temps, nous avons souhaité mettre en place une liste. On avait les moyens humains, les moyens logistiques et autres, mais on s'est dit qu'on n'allait pas faire l'arbitre de deux personnalités qui aujourd'hui ont qu'un seul souhait, c'est de renforcer leur ego et surtout se préparer pour 2020 parce qu'ils voient très bien que leur tandem en 2020 ne va pas tenir étant donné que le bilan qui s'annonce n'est pas bon. Aujourd'hui, le premier adjoint essaie de se désolidariser alors que depuis 2014 à 2018, pendant 3 ans ou 2 ans et demi, il a voté toutes les lois ou bien il a collaboré à préparer l'ensemble. Il avait sa signature. Il avait sa signature un peu partout et aujourd'hui, avec son slogan unir, non, tous pour Chilik, c'est un peu, je trouve, facile, comme pour le maire sortant qui parle de continuons pour Chilik. Si on pense vraiment à la population chilicoise, on ne crée pas cette querelle. C'est pour ça que nous, on ne veut pas être arbitre de cette mascarade. Parce qu'il ne reste plus que 2 ans pour les élections municipales. Créer à 2 ans, alors que l'ensemble de la ville est aujourd'hui tout doucement en train de se préparer pour des élections en 2020, créer d'un coup ces élections n'est pas du tout bon pour les Chilicois. Au contraire, est là pour davantage freiner la politique, davantage freiner les décisions, de prendre du recul par rapport à certaines choses qui doivent être faites, et ça va créer une certaine tension jusqu'en 2020. Aujourd'hui, pour moi, ce sont 2 personnages qui veulent uniquement préserver leur fauteuil. C'est une guerre d'ego, c'est une guerre qui prépare 2020, et c'est pour ça que pour être vraiment juste avec les Chilicois, on s'est dit qu'il n'était pas possible de préparer un programme, du moins être juste avec eux, un programme sur 2 années, ce sera un programme qui ne va pas tenir. C'est plutôt mentir aux Chilicois que d'aller faire cette campagne. Quelles sont vos consignes alors pour cette élection de Schiltigheim ? Je vais en revenir aux consignes. Je trouve qu'il est mieux qu'on prépare 2020 et qu'on montre une fois pour toutes aux Chilicois que ces personnages ne sont pas du tout bons pour l'avenir des Chilicois. Nous, aujourd'hui, ce qu'on dit, on dira toujours, allez voter blanc. Parce qu'il faut qu'il y ait une leçon qui soit donnée. Il faut qu'aujourd'hui, ces 2 candidats puissent, une fois pour toutes, comprendre que Schiltigheim ne leur appartient pas. Schiltigheim appartient aux Chilicois. On ne peut pas, parce qu'on n'aime pas un tel, parce que l'autre est plus autoritaire, parce que l'autre est moins à l'écoute, créer une tension qui dure depuis
selon eux, depuis quelques mois. Mais pour moi, c'est pas que depuis quelques mois. Pour moi, cette tension dure depuis le début. Parce qu'on sait très bien que ces deux listes se sont unies lors du second tour au municipal 2014. Et cette union a créé ce tandem qui avait fait des promesses et n'ont pas tenu les promesses. Aujourd'hui, il faut arrêter de se mentir. Aujourd'hui, c'est seulement une querelle personnelle qu'on essaie de régler de manière publique. C'est pour ça que j'appelle l'ensemble des Chilicois et des Chilicoises à aller voter, mais voter blanc, pour qu'ils puissent voir que les urnes ne vont pas, en 2020, leur porter, les porter en 2020. Vous avez un pressenti ou un ressenti de ce que pensent, de ce que vivent les Chilicois justement par rapport à cette situation politique qui est quand même un peu ubuesque, venant de ces deux personnages politiques sur une petite commune très urbanisée où les habitants, les résidents attendaient énormément d'actions de leur part et se retrouvent comme à mi-mandat dans une situation un peu ubuesque. Est-ce que vous arrivez à avoir leur ressenti Vous savez, le ressenti, on était sur le terrain, on allait voir les Chilicois et les Chilicoises. On a vu qu'ils sont vraiment aujourd'hui, comme la plupart de la population française, ils n'attendent plus rien de la politique. Alors que c'est la politique qui anime notre quotidien. Pourquoi je dis cela? Parce qu'avant que ce tandem soit mis en place, nous avons le Parti socialiste qui était présent depuis plusieurs années, plusieurs mandats, et encore une fois, ils n'ont pas été à la hauteur des attentes qu'on peut porter sur eux. Au contraire, ils ont plus pensé à pouvoir protéger leurs privilèges que essayer d'apporter un plus pour les Chilicois. Aujourd'hui, lorsqu'on va à Chilticum, on ressent qu'il y a un fossé entre les quartiers, le centre-ville, la restructuration, les grosses sociétés qui ont quitté la ville, une certaine politique d'amélioration, et on voit que, encore une fois, ce sont les classes populaires, les classes moyennes et la population issue de la diversité culturelle et culturelle qui est mise à l'écart. Lorsqu'on descend dans les quartiers, je ne vous cache pas que ça fait mal au cœur parce qu'on se dit, au lieu de faire votre querelle, il serait bien que vous descendez, que vous travaillez un peu, que vous montrez ce qu'il faut faire parce que la population aujourd'hui a besoin de réponses à leurs questions. Et c'est ce qui ne se fait pas depuis des années. C'est pour ça que nous, en tant que Parti Égalité et Justice, on a décidé d'aller et de se confronter au parti ordinaire parce qu'il est temps aujourd'hui de changer la conception de la politique. C'est ce qui ne se fait pas. Encore une fois, on le voit à travers cette élection. C'est une querelle entre, passez-moi l'expression, on a l'impression que c'est deux enfants dans une cour de récréation qui dit c'est moi le chef, non c'est toi le chef, c'est pas moi le chef. Mais attendez, toutes les personnes qui vous ont fait confiance, Schiltigheim est comme la 4e ville d'Alsace. Aujourd'hui, Schiltigheim a besoin de pouvoir être vraiment honoré et non pas à travers des querelles. T'as dit ça, j'ai pas dit ça. Alors on voit le maire sortant qui balance des informations concernant son premier adjoint sortant, le premier adjoint qui balance sur le... Mais attendez, on fait de la politique, on joue pas là. Sans penser aux habitants. Sans penser aux habitants. Le budget de la mairie de la ville. Exactement. Qui est, Exactement. L'autre qui dit non, je vais faire voter le budget, l'autre dit tu peux faire voter le budget. Mais on n'est pas dans une cour de récréation. Prenez vos responsabilités. Arrêtez à chaque fois, lors de la période électorale, de promettre monts et merveilles et de faire croire que demain sera meilleur, alors que vous savez pertinemment que la seule chose que vous voulez, c'est renforcer votre ego et protéger vos privilèges. Aujourd'hui, il faut que la politique change. Change au plan local, au plan régional, au plan national. Sinon, on n'y arrivera jamais. Vous avez un pronostic de participation? De déjà participation, oui. Participation, oui, je pense que ça ne va pas dépasser 20-25%. Et si vous me dites qui va gagner, l'abstention. Pour 2020, PEJ, est-ce que PEJ sortira de nouveau sur le plan national, comme a fait pendant les élections législatives, où PEJ, personne n'attendait d'ailleurs, est monté sur la scène avec 52 candidats pour les élections législatives? Le Parti Égalité et Justice, depuis les dernières échéances électorales, continue son travail, continue de travailler sur le terrain. Et aujourd'hui, on prépare des partenariats très forts pour 2020. Oui, Parti Égalité et Justice sera présent dans les grandes villes, les villes où il y a besoin qu'un changement réel soit fait, sera présent avec ses listes pour pouvoir porter vraiment la voix du peuple. Aujourd'hui, nous avons besoin de redonner la parole au peuple. C'est ce qui manque. Aujourd'hui, l'humain est écarté. On ne pense pas à l'humain, on pense plutôt à ce qu'on va faire comme gros projet. Comment est-ce qu'on va pouvoir
créer une liste pour pouvoir favoriser des amis, etc. Non, nous, en tant que parti Égalité Justice, on travaille sur le terrain, on va présenter les listes, on sera présent au municipal, on sera présent chez Ticam en 2020, on sera présent à Strasbourg en 2020, on sera présent à Belfort en 2020, on sera présent à Mulhouse en 2020, on sera présent à Lyon en 2020, à Vinicieux et dans d'autres villes, et j'en passe. On sera présent et le travail se fait sur le terrain, parce qu'avant tout, on n'aime pas les effets people, comme vous le disiez au début. Nous, on préfère faire du travail sur le terrain et montrer aux gens que la politique, c'est pas renforcer son ego. Au contraire, aujourd'hui, nous avons besoin de vrais politiciens qui connaissent le terrain et surtout qui connaissent les problèmes des Français. Aujourd'hui, la France vit des jours difficiles. On le voit encore à travers les grèves. Je disais sur les réseaux sociaux, ce qui m'a vraiment fait, dans un premier temps, rire et dans un second temps, réfléchir. Mai 68, ils étaient dans la rue. Avril 2018, ils sont dans la rue. C'est toujours les personnes de 68 qui sont dans la rue. Oui, on a muselé la population. Aujourd'hui, il n'y a plus une conscience politique, une plus conscience sociale, une conscience générale du devenir de notre société. On laisse faire les politiciens. On n'a vraiment plus du tout confiance aux politiciens ordinaires qui ne pensent qu'à une seule chose. Comment est-ce que je veux gagner mes prochaines élections et non est-ce que j'ai satisfait les électeurs qui ont voté pour moi et est-ce que j'ai pu répondre aux besoins, est-ce que j'ai pu réellement appliquer mon programme. Monsieur Macron, on voit très bien, lorsqu'on voit son programme, il y a plein de points qu'il est en train d'écarter et d'autres font cela. Aujourd'hui, c'est que, voilà, nous ce qu'on disait lorsqu'on a fait la campagne législative, on n'a pas le programme qui a été préparé, c'est pas un programme qui était utopique, c'est un programme qui était réaliste, c'est un programme réalisable, c'est des choses qu'on pouvait faire. On ne va pas mentir, on ne va pas dire qu'aujourd'hui on va emmener tout le monde sur la Lune. Nous, on essaye en amont déjà de voir les problèmes pour les résoudre en aval. C'est pour cela qu'on a besoin d'avoir des gens, lorsqu'on fait de la politique, qui sont du terrain, qui connaissent les vraies problématiques de la France. Les problématiques de la France, c'est pas recréer un nouveau centre ou je ne sais trop quoi. Aujourd'hui, on doit se recentrer vers les quartiers, vers les banlieues. C'est de là que malheureusement viennent les plus grandes difficultés, que ce soit l'éducation des jeunes, que ce soit l'intégration de certaines populations, que ce soit le travail, que ce soit la motivation, la confiance en soi. On a besoin de redonner la confiance au peuple. Moi, juste dans ce contexte-là auquel vous avez fait allusion, avec les grèves, les mouvements sociaux qui commencent à s'amplifier de plus en plus, le mécontentement, je fais allusion notamment à ce que vivent les habitants de la Mayotte et en France, donc, mais aussi dans nos universités. Nous avons vécu un épisode désastreux, des milices cagoulées qui rentrent dans des universités pour faire régner l'ordre, entre guillemets, selon eux. Voilà. Est-ce que là, il n'y a pas un décalage par rapport à l'état de droit, par rapport à ce que nous attendons d'un service public, de l'État, et aussi de notre droit à la contestation? C'est quand même un droit de pouvoir s'exprimer, de pouvoir contester tout en respectant l'autrui, tout en respectant les règles établies par l'autorité. Mais là, des personnes qui menacent ou qui attaquent des jeunes étudiants cagoulés avec des battes, est-ce que là, c'est pas encore une étape de trop, un niveau au-dessus, un cran au-dessus de ce que nous pouvons attendre d'un quotidien apaisé, d'une France apaisée, et d'une population, en droit d'attendre, de revendiquer un mieux vivre ensemble, une situation plus vivable, plus soutenable, que ce soit économiquement parlant, par l'éducation. Je fais aussi allusion à la situation de nos établissements hospitaliers, de nos EHPAD, de nos maisons de retraite. J'en visite régulièrement et c'est vrai que c'est pas gai de vivre là-dedans. Donc là, j'ai une pensée toute particulière à toutes ces personnes âgées qui ont vécu toute leur vie et qui doivent terminer leur jour dans ces environnements-là, dans ces atmosphères-là. Voilà, ça me fait peur. C'est pas ce qu'ils ont voulu laisser à nous, à les générations futures, et c'est pas ce qu'ils ont mérité aussi. Je dirais qu'à force de cristalliser les choses, un jour ou l'autre, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, il y a des débordements qui sont intolérables.
Aujourd'hui, vous parlez des milices qui rentrent dans les universités. N'oublions pas que les universités sont quand même le savoir, sont là où on apprend les choses. Ce sont les personnes qui sont amenées tôt ou tard à pouvoir prendre des responsabilités. Pourquoi pas certains d'eux vont faire de la politique, d'autres vont être chefs d'entreprise, etc. Aujourd'hui, les réprimer d'une telle manière, ceci montre à quel point la France va mal. On est à un point qu'on n'arrive plus à avoir de solution, mais on préfère toujours, encore une fois, comme je disais avant, privilégier ce qu'on a, nos acquis personnels. Et c'est pour ça que c'est impossible de pouvoir continuer ainsi. Mais encore une fois, lorsqu'on muselle ce genre de revendications dans l'université, c'est en fin de compte, on est en train d'essayer d'empêcher, comme vous disiez, la liberté d'expression, la liberté de revendication et la liberté de changement. Aujourd'hui, on a besoin d'un changement. Mais lorsque les étudiants sont réprimés, les personnes âgées sont dans des conditions insoutenables parce que les aides-soignants ou bien les médecins sont également dans des situations presque de burn-out total. Aujourd'hui, on voit à quel point les politiques qui ont été mises en place depuis une trentaine d'années ne fonctionnent pas. Nous avons besoin de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est de revenir sur le terrain et de pouvoir résoudre les problèmes l'un après les autres. Et arrêter de se mêler des choses qui ne concernent pas, notamment en matière de terrorisme. Arrêter de se mêler des choses qu'on n'arrive pas à résoudre, notamment en matière de vouloir une certaine harmonisation dans les prix de certaines matières premières, alors qu'on sait très bien que ça sert uniquement à des grands groupes internationaux et ça permet de faire des bénéfices, encore une fois, sur les plus faibles. Nous avons besoin aujourd'hui, à nouveau, de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire mettre l'humain au cœur du projet et pouvoir tous bien vivre ensemble. Parce que pour moi, le vivre ensemble, c'est une coquille vide, c'est bien vivre ensemble. Vivre ensemble, on vit ensemble. Mais avant tout, il faut qu'on puisse bien vivre ensemble. C'est pour ça que nous avons toujours défendu ce projet. On continue à défendre en 2020, en 2022 et bien avant. On sera bientôt sur le terrain parce qu'on va commencer à faire à nouveau du terrain. On a fait ce qu'il y avait à faire sur le plan de la restructuration et des partenariats qu'on est en train de mettre en place. Et je trouve qu'il est temps aujourd'hui de faire changer les choses. Un dernier petit mot sur l'Union européenne. Nous venons d'apprendre que M. Carlos Puigdemont a été arrêté en Allemagne par les autorités allemandes. Voilà, que pensez-vous de cette situation? Un politique espagnol, catalan, qui risque plus de 30 années de prison. Hein. Voilà, donc qui a fui son pays après l'épisode catalan que nous avons tous pu suivre ici, et qui se croyait, comment dire, en immunité, s'est fait arrêter en Allemagne. Vous pensez qu'il sera extradé vers l'Espagne ou est-ce que l'Allemagne va le lâcher? J'espère qu'il ne sera pas extradé vers l'Allemagne, c'est un mandat international vers l'Espagne. J'espère que l'Allemagne ne va pas l'extrader parce que c'est un mandat d'arrêt international. Il peut peut-être avoir... Voilà, il a été arrêté, mais j'espère qu'on ne va pas en arriver jusqu'à une extradition parce qu'encore une fois, on parle de liberté d'expression, de liberté donnée à une certaine personne qui a voulu, à un moment donné, en Catalogne de créer, du moins, qu'il y ait une certaine indépendance qui soit mise en place. Il a franchi des limites, il faut l'admettre quand même. Franchi des limites, je dirais non, parce qu'il y avait soutien populaire. Vous savez, tout mouvement pacifique, pour moi, est noble. C'est vrai que c'était un mouvement pacifique. On parle de PKK. Pour être franc, on parle de PKK. Si aujourd'hui la population kurde, je parle de la population kurde, pas de PKK, voulait son indépendance, et qui faisait un référendum, je parle de la population, je ne parle pas d'une frange, d'un groupuscule terroriste. Dans ce cas, on doit respecter la parole du peuple. Oui. Aujourd'hui, ce qui s'est passé en Catalogne... De façon pacifique. De façon pacifique. Aujourd'hui, ce qui s'est passé en Catalogne, c'est pacifiquement. Ils ont créé des élections à 2 reprises. On a bien vu que le peuple, en majorité, alors qu'il y a eu une participation massive, tout à fait, a souhaité faire cession par rapport à l'Espagne. Donc, il faut respecter ce choix-là. En venir, je donne un exemple, un joueur de football du FC Barcelone, qui a également soutenu ce mouvement, qui soit écarté, qui soit presque personne non grata, c'est pas possible. Lorsque les choses se font pacifiquement, il faut respecter. On parlait avant de la répression dans les universités. Ils ont le droit de manifester. La répression, c'est un non-droit. Aujourd'hui, l'arrêt de M. Puigdemont, pour moi, c'est franchir une limite que les droits internationaux, que les droits humains ne permettent pas. Nous, en tant que Français, nous sommes quand même le pays des droits de l'homme.
En tant qu'Européens, nous sommes quand même, au niveau des droits de l'homme, plus avancés que certains pays. Comment peut-on aujourd'hui arrêter une personne qui a... Bon, ça s'est passé en Allemagne, pas en France. Mais je parle mais je parle de l'Europe. De l'Europe. Parce que l'Allemagne, il faut quand même se dire, l'Europe, nous sommes comme une grande famille. L'Allemagne, c'est un partenaire direct. Aujourd'hui, comment l'Allemagne peut arrêter un autre ressortissant d'un autre pays européen qui, de manière pacifique, a fait des élections, a tenu des bureaux de vote, alors qu'il y a une répression de la police, et que malgré cela, les gens ont voulu voter. Les gens ont voté malgré une répression, une interdiction de rentrer pour pouvoir voter, ont voté massivement pour une indépendance. Et d'un autre côté, l'Allemagne qui arrête ce personnage, qui a fait tout ça de manière pacifique, laisse impunément des groupuscules terroristes vandaliser, manifester, créer leur haine par rapport à un pays allié. C'est pas possible. Donc moi j'espère que l'Allemagne va revenir à la raison une fois qu'ils ont fait pris les mesures qui soient nécessaires, c'est-à-dire une fois qu'ils l'ont interrogé, qu'ils puissent le libérer, parce que ce personnage aujourd'hui pour moi c'est un héros moderne. Il a réussi à travers ses convictions de manière pacifique à faire passer un message qui est fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on attaque l'intégrité d'un pays, même si c'est pacifiquement, on a une réaction qui est de l'empêcher. Donc on ne peut pas aujourd'hui reprocher à certains pays alliés de devoir prendre les mesures nécessaires pour éviter que ce genre de mouvement, d'autant plus que dans les pays alliés, c'est plutôt à travers des actes terroristes qu'on essaie d'avoir une certaine indépendance. Condamner ceci, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est une limite qui a été franchie par un pays européen. Mais vous ne pensez pas que c'est une épine dans le pied de l'Europe, le cas Puigdemont et le cas catalan, et si on revient par rapport à la situation en France, est-ce que vous n'avez pas la crainte qu'un jour, nos amis les Corses, les Bretons ou les Alsaciens en demandent autant? On demande autant, c'est pas une crainte. Je répète, je suis pour l'intégrité totale du territoire. Alors, que devient alors l'État central? Que devient Madrid? On peut pas écarter Madrid d'un coup de balai. C'est quand même très complexe comme situation. Oui, mais je vais en revenir à mon explication. Aujourd'hui, pour moi, je défends toujours l'intégrité d'un territoire. L'intégrité d'un territoire, c'est très important parce qu'un territoire ne se construit pas du jour au lendemain. C'est une histoire. C'est un passé, c'est des moments difficiles et des moments heureux qu'on vit avant qu'on construise un territoire. Aujourd'hui, la Corse fait part entière de la France. Mais si demain, il y a des élections à travers un référendum qui est organisé librement et que le peuple corse se désolidarise de notre pays, nous ne pouvons pas, contre leur volonté, leur imposer aujourd'hui de rester, alors qu'on sait qu'ils vont créer de la tension, des attentats. Ils vont plutôt aller de plus en plus vers des dérives, ce qu'on a vécu à un moment donné en Corse. Aujourd'hui, c'est vrai que les pouvoirs ont pris les mesures, à savoir rendre un statut un peu différent par rapport au statut national qu'on connaît dans l'Hexagone. En Corse, on a plus un statut qui est plus certains privilèges, mais encore une fois, on doit respecter, je pense, la volonté du peuple. La volonté du peuple, c'est quoi? C'est un référendum libre qui est fait et qui veut son indépendance. Si on veut son indépendance, c'est vrai que ça peut faire mal. On a expliqué juste avant, est-ce que Madrid et la Catalogne peuvent se dissocier? Dans ce cas, si de manière pacifique on est contre, il faut qu'on puisse soutenir également nos alliés lorsque ce sont des groupes qui font de manière agressive à travers des attentats. C'est pour ça que je demande aujourd'hui, certes, si on est contre une certaine indépendance par rapport à une certaine région, dans ce cas, on ne doit non plus pas à travers par des philosophes, par des politiciens, se dire le défenseur d'un certain droit, d'un certain groupuscule terroriste. Donc moi personnellement je reste un peu sceptique par rapport à ça, parce que non seulement il y a le cas catalan, mais il y a aussi le Pays Basque, la Corse, la Bretagne, l'Alsace, mais après, vers où va l'unité européenne qui était tant chérie, qui était tant admirée de l'extérieur, si nous commençons à casser de plus en plus nos puzzles qui sont déjà fragmentés, est-ce que nous allons continuer à pouvoir garder cette unité? Pour en terminer, par exemple, lors de la refonte des régions françaises, on sait très bien que l'Alsace est très mal
dans ce nouveau groupement de départements. Il y a une volonté de pouvoir en sortir, d'avoir un autre statut, un statut privilégié, la refonte des 2 départements ici en Alsace. Voilà. Donc voilà, tout ça, ça demande à réfléchir, à apporter de la matière. Mais à côté de ça, quand nous avons encore autant de difficultés économiques, sociaux, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'essayer d'apporter un certain bon vivre aux populations, une certaine, comment dire, souplesse, un certain degré de confort, entre guillemets, voilà, quand on voit les salaires, quand on voit les conditions de travail, quand on voit le niveau de chômage, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités au lieu d'aller se taper sur la figure sur des sujets, comment dire, qui ont leur importance, qui sont tout aussi importants, mais qui pourraient être repoussés à un autre calendrier. Vous savez, moi je vois les choses d'une autre manière. Pour moi, un pays, c'est comme une famille. Lorsque dans une famille, une personne veut quitter la famille, c'est qu'il y a un malaise. Lorsqu'il y a ce malaise, c'est qu'on a créé un malaise. Le malaise ne se nourrit pas du jour au lendemain. C'est qu'on a laissé agrandir une certaine volonté de la personne de l'écarter, ou bien cette personne ne pouvant plus continuer sa vie dans cette famille-là. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la personne veut quitter la famille? C'est là que la famille se rend compte qu'ils sont allés trop loin, ou bien qu'ils ont malheureusement pas fait attention à certains points, et ils essaient à nouveau de le regagner. Mais c'est trop tard parce qu'il y a une cassure. Et c'est pareil, ce qui se passe aujourd'hui dans les régions, que ce soit en Alsace ou dans d'autres régions qui sont un peu plus en avance par rapport à d'autres régions, on a voulu créer ce nouveau découpage des cartes. Sans véritablement demander et avoir la volonté de ces régions, on a fait un traçage. Ce traçage, je pense qu'il était bon et qu'il était nécessaire, parce qu'il y a quand même certaines régions, par rapport à d'autres régions, il y a un certain déséquilibre. Pour pouvoir recréer un certain équilibre, il y a besoin qu'il y ait un certain coup de pouce de la part d'autres régions, mais de ne pas être fait de cette manière. C'est pareil pour le Pays Basque, c'est pareil pour la Corse et autres. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de créer une certaine crispation au sein même de la famille, et après d'essayer de vouloir à nouveau se dire non, tu nous as mal compris, il est bien de se rasseoir, de discuter pour pouvoir recoller les morceaux. Et c'est pour ça que je trouve que l'Union européenne devrait faire son mea culpa. L'Union européenne, c'est une institution qui est magnifique, qui a très très bien marché jusqu'à une certaine période, mais depuis quelques années, on voit très bien qu'il y a un ralentissement considérable, il y a des fossés considérables entre certains pays et d'autres pays, entre certaines régions et d'autres régions. C'est pour ça qu'il y a besoin que l'Europe revienne à l'essentiel, qui était au début de sa fondation, qu'on puisse avant tout laisser, si possible, l'indépendance, je parle d'une certaine indépendance parce que moi je trouve qu'il y a l'ingérence qui est faite à travers ces nations européennes, des pays qui soient membres, qui puissent à travers leurs propres leurs institutions pouvoir répondre à des besoins avant de pouvoir penser à ce que va penser l'Union européenne, parce que vous savez très bien, aujourd'hui on prend une décision à Paris, mais cette décision n'est pas arrêtée parce que l'Union européenne, c'est-à-dire à Bruxelles, on peut dire que cette décision est contraire aux principes, aux conventions, etc. Donc c'est pas logique. Aujourd'hui on ne sait pas où on va, et c'est ce que ces régions ou bien ces entités n'arrivent plus à supporter, parce qu'ils se disent que c'est un frein. Et non, l'Europe, ça a toujours été, l'Union européenne, ça a toujours été une avancée. On doit pouvoir travailler, on doit avoir une nouvelle réforme de cette union et pouvoir répondre aux besoins, et avant tout, encore une fois, mettre en avant le bien vivre ensemble, et que le peuple puisse également faire part dans ces réformes-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être parmi nous ce soir. Donc vous êtes toujours le bienvenu jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020. Et après, on va réfléchir. Hein. C'est gentil. Donc vous pouvez à tout moment nous venir et puis nous raconter votre avancée pour l'année 2020. Comment dire, nous sommes contents d'accueillir la diversité politique dans nos studios. Nos amis sans langue de bois, Chaban Kiper, accueillent aussi d'autres participants politiques pour faire évoluer le débat. Et donc nous sommes contents de vous accueillir parmi nous ici. Donc nous allons conclure juste les 2-3 dernières phrases envers vos sympathisants et vos électeurs.
que vous voulez faire passer, le dernier message très court que vous voulez faire passer, et nous allons rendre l'antenne. Le message que je voudrais faire passer, c'est un message qui est simple, et c'est un message qui est dans la continuité du travail que nous faisons depuis 2015. Et avant 2015, parce que la politique, on ne l'a pas découvert en 2015, la politique on faisait bien avant, mais on a bien vu que dans les partis ordinaires, que ceci ne fonctionnait plus, que le système ne fonctionnait plus. D'ailleurs, on n'a pas été trompé, parce qu'on a bien vu que certains partis politiques qui avaient des décennies d'existence, comme le Parti Socialiste, est en train aujourd'hui de se disloquer totalement. Pareil pour le grand parti qui avait été créé, l'UMP, et les Républicains, pareil. Donc ceci prouve que nous sommes dans la bonne voie. C'est pour ça que j'appelle tout le monde à se mobiliser de manière intense, parce que le travail continue. C'est parce qu'on a fait des élections que tout est terminé. Nous sommes là pour rester, nous sommes là dans la durée. Nous voulons que véritablement il y ait un changement. Certains détracteurs vont dire que ce n'est pas avec vos 1%, vos 10 000 voix que vous avez eues en juin 2017 que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir changer. N'oubliez pas que chaque combat se mène petit à petit. Lorsque vous montez les marches des escaliers, vous les montez une par une. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce qui a été fait. Aujourd'hui, encore une fois, je réitère ma confiance totale, et surtout, je remercie l'ensemble des candidats qui étaient sur une pression énorme, qui ont dû quand même, par rapport à cette pression, faire une campagne qui essayait d'être plus ou moins digne, parce qu'ils étaient attaqués, ils étaient menacés physiquement, verbalement, et j'en passe. Et aujourd'hui, ces personnes-là continuent le combat. Sachez que nous sommes sur le terrain, nous continuons, on prépare de manière plus intense les élections municipales de 2020, qui sont beaucoup plus importantes, parce que, encore une fois, les choses doivent changer d'en bas pour faire remonter en haut. Et c'est pour ça que nous pensons aujourd'hui qu'il est temps que le changement vienne. Et soyez prêts, nous allons venir à votre rencontre prochainement. Je tiens également à vous remercier de m'avoir fait cet accueil. Naturellement, je pense que c'est un programme qui doit continuer. Vous avez besoin aujourd'hui de faire entendre un maximum de paroles, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qui se passe, c'est que nous voyons que certaines personnes ou bien certains personnages qui puissent s'exprimer, c'est ce qu'on a vu lors des élections présidentielles, les petits partis, les petits candidats ont été écartés littéralement, n'ont pas été invités, alors que c'est de là que tout commence. Si aujourd'hui il y a une multitude de partis ou bien une multitude de candidats, c'est qu'il y a un malaise profond, et c'est ce qui n'est pas bon pour notre pays. Et moi je trouve que la France a besoin de beaucoup mieux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, ce soir, nous avions en tant qu'invité Monsieur Shakir Chourda, qui est le président du PEJ, Parti Égalité et Justice. Donc, nous le reverrons sûrement, s'il accepte notre invitation. Si je suis invité, je reviendrai volontiers. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nos salutations. Merci à vous. À la semaine prochaine pour un prochain direct à partir des studios Abdullah Aydin. Et nous vous souhaitons une très bonne semaine, une agréable semaine. Que la paix soit sur vous. Bonsoir. Au revoir.